Les petits esprits attaquent les gens, les grands esprits attaquent les idées. Et on devrait toujours garder en tête cette phrase à chaque fois que l'on est tenté d'invectiver nos interlocuteurs. Suite à l'envoi de notre lettre à François Asselineau, il y a eu une fuite donc, dans le journal Le Figaro, laquelle fuite a été reprise par d'autres médias. Il faut bien croire que cette fuite, elle ne vient pas des signataires de la lettre. On aurait exigé sa démission, voire appelé à la destitution. Ça, encore une fois, quand on détourne les mots et quand on triture les mots et qu'on cherche à manipuler les mots et les faits à changer leur sens, on fait dire ce qu'on veut. La réalité, c'est que si on regarde la lettre, il est uniquement question d'une demande d'explication qui, selon nous, d'après les éléments que nous détenons, devrait amener à une démission. Mais déjà, c'est pas une exigence de la démission parce que le BN ne peut pas exiger une démission. C'est juste un jugement. Toutes les 2 minutes, les signataires, notamment dans la vidéo, nous expliquent qu'ils agissent uniquement pour le bien du parti et qu'à aucun moment ils veulent le récupérer. Alors dans ce cas, moi j'ai quand même quelques petites questions que je me pose, à savoir. Premièrement, pourquoi ils n'ont pas essayé d'entamer directement la discussion avec François Asselineau par un coup de téléphone ou directement comme des gens civilisés? Pourquoi ils ont mis en œuvre toute une opération comme ça? Deuxièmement, pourquoi est-ce que cette opération et la lettre qui a été envoyée à François Asselineau est sur un ton aussi terrible et aussi violent? Et pourquoi est-ce qu'ils demandent carrément la démission de François Asselineau? Parce que même si dans leur vidéo ils essaient de dissimuler en disant mais non, on a juste dit que c'était une conséquence inéluctable, mais on la demande pas vraiment, etc. Si, ils demandent carrément la démission de François Asselineau. S'ils veulent le bien du parti et la pérennité du parti, c'est absolument pas cette démarche qu'il fallait faire, c'est pas vrai. Ensuite, troisième question, comment est-ce qu'ils peuvent justifier qu'ils ont supprimé mes accès au site, les accès de François Asselineau et les accès du secrétaire général? Moi et Benjamin, on a été sanctionnés sans avoir ni été accusés, ni condamnés, ni avoir le droit d'avoir été entendus, ni rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ils peuvent justifier le fait de nous retirer nos accès et nous expliquer après qu'il ne s'agit pas d'un putsch? Ça n'a absolument... Je rappelle aussi quand même, et ce n'est pas anodin et surtout on est dans l'inversion accusatoire, puisque au contraire justement c'est le président et donc via l'UPR a été condamné justement pour exclusion de membres, contrairement au statut, a été condamné par la justice. Donc c'est assez dingue de nous faire la leçon et expliquer qu'on violerait les statuts sur des éléments complètement faux quand on fait ça. Un autre point sur les statuts qui sont à minima bafoués si on ne dit pas violés, c'est justement le fait d'annoncer directement une date du congrès et en plus un renfort de grands coups de communiqué de presse. Donc si on est dans le délire de la théorie du complot, on dirait oui, regardez comme la presse l'a annoncé, ils sont avec eux. Ça n'a aucun sens, nous on rentre pas dans ces délires-là. Et quand on regarde justement, quand on doit convoquer un congrès, logiquement on doit avoir l'aval du Conseil national 30 jours avant. Donc il est encore possible de le faire légalement, mais c'est bizarre comme méthode, comme la date normalement doit être fixée par le Conseil national, d'annoncer une date sans avoir consulté le Conseil national en avant. Chères adhérentes et chers adhérents, je tiens à m'adresser à vous aujourd'hui pour répondre à un certain nombre de questions qui sont apparues ces dernières semaines sur le fonctionnement de notre parti politique et sur ma façon de le diriger. Tout a démarré, bien sûr, avec la lettre que certains cadres de notre mouvement m'ont envoyée le 18 avril, m'accusant d'avoir commis des choses très graves et demandant rien moins que ma démission.
Au-delà des visées très politiciennes qui motivaient ce courrier, dont j'ai déjà parlé et sur lesquelles je ne reviens pas, ce message comportait un certain nombre de mises en cause et de questions. Je rappelle que j'y ai apporté des réponses sur le fond dès le lendemain, 19 avril, et par écrit, tout en proposant une réunion du Bureau national pour éclairer définitivement toute zone d'ombre qui aurait pu perdurer. J'ai même proposé la date du 16 mai, anticipant que les contraintes sur le confinement seraient allégées à cette date. Ma proposition est restée sans réponse de la part de mes accusateurs. Par souci de montrer ma bonne volonté, et avec le conseil de mon équipe juridique, j'ai donc proposé une nouvelle date pour la réunion du Bureau national, le samedi 6 juin. Je vous en ai d'ailleurs informé par vidéo. Eh bien, certains membres de signataires n'ont pas trouvé cette date encore à leur goût. Cela prouve leur volonté de laisser s'éterniser une situation préjudiciable au mouvement et que l'écrasante majorité des adhérents veulent voir se clore au plus vite. Encore une autre accusation sans la moindre preuve, c'est de dire que ça serait les signataires, ou du moins le Bureau national, qui aurait transmis aux médias la lettre qui a été envoyée à François Asselineau. Là encore, absolument aucune preuve. Je rappelle d'ailleurs que ceux qui étaient en copie de cette lettre, il n'y avait pas seulement des signataires, il y avait le Bureau national non signataire et les délégués régionaux non signataires. Donc peut-être qu'il a une boule de cristal pour savoir qui l'a envoyé. Moi, j'en ai pas, donc quand je sais pas, j'évite d'affirmer des choses quand je ne sais pas et d'affirmer des mensonges. Parler de violation des statuts et de la loi, là aussi, c'est absolument ridicule parce qu'on n'a jamais été dans une démarche juridique. Le Bureau national n'a jamais dit qu'il était la justice. On a juste dit qu'on avait des éléments tangibles dont le président, d'ailleurs lui-même, que ce soit dans sa lettre où il dit que ce sont des correspondances privées sorties de son contexte, ou dans sa vidéo, quand il parle de violation du secret des correspondances, nous, on n'a rien violé du tout. D'ailleurs, on condamne le fait que ces éléments ont été mis sur la place publique parce que c'est illégal, mais on n'avance pas moins que ces éléments, même lui a confirmé qu'ils étaient vrais. Et à la base de ces éléments-là, on s'est dit, on a pris l'initiative que, justement, les signataires devaient réagir pour sauver l'UPR. Moi, j'ai reçu la lettre, donc, comme tout le monde, le 17 avril. Oui, mais vous êtes signataire aussi de la lettre, apparemment. C'est ce que j'ai vu. Non, alors, comme j'ai répondu dans le délai avant 19h, ma réponse n'a pas été lue avec tout l'intérêt qu'il fallait, et donc je me suis retrouvé signataire. J'ai tout de suite recontacté Éric Boiset. J'ai gardé tous les mails, hein. Donc, j'ai donc refait un mail à Éric Boiset, en lui disant que j'avais pas été signataire, qu'il avait sûrement mal lu, pas lu du tout, même peut-être ma réponse du 17 avril. Il m'a répondu oui, effectivement, mais je m'en fait. Bon. D'accord. Non, mais je pensais que comme je vous avais vu signataire, j'ai dit il a des preuves. Donc j'attendais ces preuves qui viennent pas d'ailleurs. Donc les preuves, vous savez, je suis comme je dirais n'importe quel adhérent, je les attends aussi avec impatience. Voilà. Que l'UPR va avoir un suicide collectif en 2022, et le fait de réagir comme ça montre bien que la quête personnelle, elle n'est que d'un seul côté. J'aime pas trop me mettre en avant, mais je voudrais quand même signaler à ceux qui doutent encore de moi, de l'UPR et de la politique, que j'aurais pu faire bien d'autres choses que de me promener dans les provinces françaises, que d'être le tricard dans mon propre corps de haut fonctionnaire. Ayant fait les études que j'ai faites avec HEC et vice-major de l'ENA, je devrais être comme mon camarade Frédéric Oudéa, qui est président de la Société Générale, qui a exactement le même parcours que moi. Je devrais être à la tête d'une grande banque commerciale française. Et donc je devrais gagner, c'est pas un secret, puisque le salaire de M. Oudéa traîne dans Capital, le magazine, je devrais gagner 260 000 € net par mois. Je voudrais rappeler tout d'abord que nous sommes très nombreux à avoir rejoint l'UPR sur la conviction qu'il s'agissait d'un parti intègre, honnête et éthique, aussi bien dans ses analyses politiques que dans sa gestion financière et sa gestion globale du parti. Ce sont ces principes qui ont été récemment mis à mal et qui ont conduit le Bureau national à chercher à questionner le président. Des questions... Que pouvez-vous dire sur les faits de harcèlement qui vous sont reprochés ? Avez-vous harcelé des employés ? Je l'ai déjà dit, et je le redis ici avec la plus grande force.
Ces accusations sont complètement mensongères. Non, non et non, je ne suis pas et je n'ai jamais été ni un harceleur, ni un agresseur. Toutes les personnes qui me connaissent, à commencer par ma femme, avec laquelle je suis marié depuis 31 ans, mais aussi ma famille, mes amis, mais aussi les très nombreux adhérents et adhérentes de l'UPR, avec lesquels j'ai eu l'occasion de voyager ou qui m'ont hébergé, peuvent témoigner que je suis au contraire quelqu'un de très respectueux et de très pudique. C'est personnel. On va parler de ma maman. Bon, et tu t'en doutes bien, si je te parle de ma mère, c'est pas parce qu'elle aime faire des pots de confiture, mais c'est parce qu'elle va voter UPR. Et ma mère doute. Elle doute de tout et remet toujours tout en question. Elle se demande si le pouvoir ne va pas monter à la tête de François Asselineau, si c'est pas un peu sectaire sur les bords, si les gens ne seraient pas un petit peu endoctrinés. De plus, je pense que ma mère est une bonne psychologue. Elle cerne très vite les gens, leur caractère, leurs faiblesses, leurs aspirations. Autant dire que je lui fais pas mal confiance pour son intelligence émotionnelle. Une fois, François Asselineau a fait une conférence dans notre région et mes parents l'ont hébergé pour la nuit. Et ma mère m'a téléphoné le lendemain pour me dire qu'elle avait été apaisée. Attention, meilleur espoir féminin pour le sentiment d'apaisement dans 3, 2, 1. Quand le voyant en personne, tous ses doutes s'étaient évanouis et qu'elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance. Car, m'a-t-elle dit, c'est un homme intègre et honnête, qu'il croit en ce qu'il fait et qu'il le fait par conviction. Je ne m'étendrai pas trop sur les souffrances personnelles qui m'ont été infligées par des gens qui n'ont eu aucun scrupule à traîner mon nom dans la boue, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur ma famille, mes enfants, mes amis et tous ceux qui me connaissent. Mes accusateurs, qui n'étaient personnellement témoins d'aucun fait, ont continuellement agi avec une haine sidérante à mon égard, comme si tout ce qu'ils colportaient était nécessairement la vérité. Se sont-ils seulement posé un instant, la question morale de savoir s'ils ne m'accusaient pas à tort? Et dans ce cas, quelles conséquences leurs propos et leurs écrits pouvaient avoir? Parmi les chrétiens, quels sont ceux qui se sont rappelés les enseignements des évangiles? Parmi les républicains, quels sont ceux qui ont mis en œuvre les principes fondamentaux du contradictoire et du respect de la présomption d'innocence? En arrivant, mais Gustave a ajouté quelque chose au dernier moment qui m'a frappé. Il m'a dit, regarde, ce qui arrive en ce moment à Asselineau. Et bien ça, c'est la méthode Macron. Quand tu ne peux pas vaincre avec des arguments, disons, propres, quand ton adversaire est en train de prendre le dessus, et là, le Frexit, tout le monde commence à se poser la question, eh bien, tu fais discréditer ton adversaire par des méthodes sales, des méthodes de caniveau, en laissant publier des accusations par un grand journal proche du pouvoir, en l'occurrence le Figaro. Rien n'est vérifié. Le type Asselineau, là, qu'on accuse en gros d'avoir été grivois avec son chauffeur de 25 ans, personne au Figaro ne lui a téléphoné pour lui dire, je vous signale qu'on va publier demain des accusations de votre chauffeur. D'ailleurs, il se trouve en plus que le chauffeur a été viré un mois avant pour insolence. Enfin, donc tout ça, ça sent un peu l'affaire Fillon. C'est la tentative d'assassinat politique absolument typique. Asselineau est loin d'être aussi haut dans les sondages que Fillon l'était à l'époque, mais il est le seul qui dise en ce moment non à l'euro. Et apparemment, ça justifie n'importe quelle saloperie contre lui désormais, parce que si l'Italie dit ciao à l'euro, Asselineau va se retrouver en position de force dans l'opinion en France. Donc c'est la panique à l'Élysée. Donc tu l'attaques sur ses mœurs, puisqu'apparemment ils n'ont rien trouvé du côté de l'argent.